Alors, nous allons maintenant continuer. Lors de la précédente session, nous avons configuré les switches, donc principalement les protocoles de la deuxième couche. Nous allons maintenant continuer avec la configuration des routeurs. Mais avant de le faire, nous allons faire quelques vérifications au niveau des switches pour nous rafraîchir la mémoire sur les concepts que nous avons, un peu sur les protocoles que nous avons configurés et un peu l'architecture de notre réseau au niveau de la deuxième couche. Donc, pour rappel, nous avons deux switches distribution qui sont connectés à des routeurs. Donc, chaque switch a un trunk. Donc, un trunk, c'est un port qui peut faire passer plusieurs VLAN. Donc, chaque switch est connecté par un trunk au routeur. Et entre les switches, nous avons ce Ether channel, entre les switches de distribution. Ce Ether channel, nous allons le configurer en layer 3 le moment venu. Et entre les switches distribution et chaque switch access, nous avons également des Ether channels. Nous avons configuré LSCP ici. Ici, nous avons configuré PAGP. Ici, nous avons mis le mode on. Ici, c'est LSCP. Et ici, c'est PAGP. Si nous partons à la ligne de commande, par exemple, du switch distribution 1, nous voyons que nous avons le username qui nous est demandé parce que nous avons configuré le username précédemment. Donc, si j'efface ceci et je reviens, le username que nous avons configuré, c'est celui-ci. Je vais tester pour voir si notre configuration fonctionne. Copie, tech, et je vais prendre le mot de passe. Alors, nous sommes en mode privilégié. Lorsque nous saisissons Enable, c'est là où maintenant nous sommes à ce cas de figure. Parce que nous avons deux Enable Password. Nous avons le Enable Secret et nous avons le Enable Password. Excusez, nous avons deux Enable. Bien sûr que ce sont des Enable Password. Bon, il y a un qui est secret, il y a un qui est Password. Quelle est la différence entre les deux? Le Enable Password est visible. Donc, en temps normal, le Enable Password, lorsque vous le configurez, il va s'afficher, il sera visible lorsque la personne va vérifier la configuration. Ce qui n'est pas sécurisant. Voilà pourquoi il y a aussi le Enable Secret. Les deux ont le même rôle. Les deux permettent d'accéder au mode privilégié. Donc, nous sommes en mode utilisateur. Si nous voulons accéder au mode privilégié, nous devons saisir le Enable. Mais, lorsque nous avons deux Enable, le Enable Secret et le Enable Password, ce que Cisco accepte, c'est le Enable Secret. Nous allons essayer de mettre le Enable Visible, le Enable Password qui est visible. Lorsque nous le mettons, nous voyons que le switch nous dit Bad Secret. Ça veut dire que le switch n'accepte pas ce mot de passe. Nous allons reprendre Enable et nous allons maintenant mettre celui qui est crypté. Je prends celui-ci, je le mets et nous avons accès à notre switch. Si nous faisons show running config, remarquez que nous avons les deux ici là. Nous avons le Enable Secret et nous avons le Enable Password. Nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que le Enable Password qui devait être visible est en quelque sorte crypté. C'est simplement parce que nous avons aussi appliqué la commande Service Password Encryption. C'est la raison pour laquelle nous avons cette encryption. Et vous pouvez voir que cette encryption est différente de celle-ci. Donc ça, les deux n'utilisent pas la même technologie de l'encryption. Nous avons également, si vous n'avez pas fait attention, nous avons également le MOTD. Ici, ce n'est pas trop visible. Mais le MOTD s'est affiché. Je vais essayer avec ce switch. Je vais annuler pour voir, pour faire de telle sorte qu'il s'affiche un peu plus clairement. Je vais faire exit. Je vais juste créer une situation où il va nous ramener ici, ok? Voilà, le MOTD, c'est ce message que nous avons configuré ici. This equipment belongs to CITS training. Unauthorized access is strictly prohibited. Please contact us at.
Donc le ME3D, c'est un message tel que nous le voyons, c'est un avertissement. En production, vous allez certainement l'entourer de certains caractères comme ici. Mais ici, c'était juste pour montrer à quoi sert le MOTD. Message of the Day. Donc MOTD, c'est Message of the Day. Donc ce message s'affiche lorsque les utilisateurs veulent accéder à l'équipement. Et à partir de ce moment, c'est la même chose. Tech 1, admin 1 et le enable secret. Une autre chose qu'on peut valider ici, c'est que si nous faisons show, si nous partons par exemple configure terminal, nous faisons exit, vous voyez qu'il y a un message qui s'affiche, configured from console by tech 1. Ceci est également très important parce que c'est tech 1 qui a accédé à ce switch. Donc, on dit que tech 1, ce devait être le nom du technicien, par exemple Bertin ou encore Albert, a configuré le switch. Et ici, quelque chose d'important également, c'est la date à laquelle le technicien a configuré l'équipement. Tout ceci est possible grâce à ce service. Service timestamp. Debug datetime, service timestamp, log datetime. Nous avons deux options, le debug et le log. Le debug, c'est le fait que ça s'affiche ici là. Ok. Maintenant le log, si nous partons, nous faisons show logging, vous allez remarquer que nous avons les messages qui sont enregistrés. Et si nous partons vers le bas, continuons. Il y a eu beaucoup de messages. Vous voyez que j'ai appuyé Enter quelques fois. Vous voyez que le dernier message, c'est celui que nous venons de voir. Donc le log, l'option log, c'est celui qui permet d'envoyer. C'est l'option qui fait de telle sorte que le message soit envoyé dans les archives logging du switch. Ces options sont vues en détail au cours des sessions spécifiques, mais ici, je voulais essayer de montrer pourquoi est-ce que nous avons mis toute cette configuration. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ceci, je vais mettre No. Et nous allons voir la différence. Donc, je vais enlever ceci. Donc, je désactive le service timestamp. Donc, je vais partir en mode de configuration, configure terminal. Je vais mettre T. Et si je mets maintenant No, exit plutôt, remarquez que le même message s'affiche, mais il n'y a pas une référence à la date et à l'heure. Un tel log est inutile. À quoi il va servir? Puisque les logs permettent d'avoir une référence, en fait le service timestamp permet d'avoir une référence de la date et de l'heure à laquelle les actions sont prises sur un switch ou un routeur, en fait sur un équipement réseau. En fait, ce que je veux dire, c'est que le service timestamp permet de savoir à quelle heure, en fait, quand et à quelle heure est-ce que l'ingénieur réseau, par exemple, a désactivé une interface. Parce que si nous partons configure terminal, nous faisons interface G01, faisons shutdown, le message va s'afficher ici, mais on ne sait pas quand et à quelle heure. Un tel log ne va pas aider dans le dépannage, puisqu'il y a certains incidents réseau, on veut faire le recoupement, on veut rassembler les informations. À quelle heure est-ce que l'interface a été shut down? Ne serait-ce que pour faire des audits internes, pour savoir lesquels étaient de service. Donc, parce que si on a la date et l'heure, on peut savoir si c'était le shift ou bien c'était les heures de service de telle équipe. Ou encore, ça permet de savoir pourquoi est-ce que ce routeur a eu un problème à telle heure. Donc, voilà un peu ce à quoi tout cela sert. Je vais ramener l'interface, je vais tout normaliser pour faire de telle sorte que notre réseau, notre switch puisse avoir le service timestamp. Donc, je vais prendre ceci, je vais remettre dans le switch.
Alors, nous avons configuré les trunks entre ces switches. Nous allons vérifier. Do show interface trunk. Remarquez que nous sommes au niveau du Access 2. Il a 3 connexions. OK? Donc, effectivement, ce sont des ports channel. C'est ça l'avantage des ports channel. Ce ne sont plus les interfaces physiques qui sont considérées comme des trunks, mais ce sont des ports channel. Remarquons que le mode ici, c'est auto, simplement parce que la commande desirable a été configurée de l'autre côté. Donc, la commande desirable, dans ce cas, est de ce côté et de ce côté. Donc, lui, il a la commande auto. Souvenez-vous des modes de DTP. OK? Pour l'encapsulation, il a également négocié. Le native villain, pour l'instant, c'est le 1. Alors, le native villain, c'est le villain qui permet de transporter les frames qui n'ont pas de tag. Nous n'avons pas configuré de native villain lors de la précédente session, mais nous avons déjà retenu que le native villain, c'est le 99. Pour l'instant, c'est le 1. Si nous venons par exemple dans ce switch, nous mettons native villain 99, nous allons créer une situation de native villain mismatch parce que les autres auront toujours le 1. Alors, nous allons le faire. Avant de le faire, je vais faire do show run. Remarquons que nous avons les header channel ici, les interfaces. Et nous avons les interfaces physiques qui ont également. Pour les interfaces physiques de ce switch, pour le port channel, il n'y a pratiquement rien. Nous allons comparer avec, par exemple ici, c'est le port channel. Je pense que c'est le 21 ici. OK, c'est le 21. Nous allons vérifier ici. Show interface trunk. OK, ici c'est le... je vais vérifier. Je pense que c'est le 12. OK, c'est du switch 1 à 2, donc c'est le 12. Donc, si nous venons ici, c'est le 12 exactement. Donc, du côté du switch 12, du switch distribution, si nous faisons show run, nous allons vérifier, excusez, je vais interrompre. Le header channel 12 a une configuration. OK? A une configuration. C'est ce que nous voyons ici. Et les interfaces qui sont dans le header channel 12, c'est le G0, 2, 0 à 3. Si je fais show interface, show run interface G2, 0, G2, 0 par exemple. Oh, j'ai mis G1, 0. G2, 0. Remarquez que nous avons ces commandes. OK. Ici, je fais port channel 12. Donc, dans le port channel, nous avons ces deux commandes. Sur l'interface physique, les deux commandes sont là. Cette commande n'a aucun impact sur le fonctionnement de l'header channel. Et cette commande a permis d'intégrer l'interface physique au port channel. La négociation autour de cette commande existe des deux côtés. Donc, tel que nous le voyons, nous avons ces commandes. Donc, nous allons ajouter une commande ici pour configurer le native villain. Mais pour ne pas perdre le temps, nous allons le faire sur les 3 header channels et après nous allons ajuster du côté de chaque switch. Donc nous allons venir ici, nous allons faire configure. Nous allons faire interface, range. Je vais d'abord voir les header channels que nous avons ici. Do show interface trunk. Nous avons le 12, 21 et 22. Donc je vais faire interface range port channel 12, 21, 22. Je ne sais pas s'il va accepter ça. OK. 12,
12. Je ne pense pas que ce sera possible. Si je mets le point d'interrogation, 12 à 22. Mais nous n'avons pas les autres ports, donc je me demande bien si cela va marcher. Ok. Il a accepté. Je n'ai jamais fait ça ainsi, parce que nous n'avons que le 12, 21, 22, mais j'ai mis de 12 à 22. Donc nous allons voir ce que ça va faire. Nous allons faire switch port, trunk, native, villain 99. Nous allons faire exit. Remarquez que nous avons créé une situation de native villain mismatch entre ce switch et les autres switches. Donc nous allons faire do show interface trunk. Ok. Et si nous faisons do show run, nous allons voir la configuration que nous avons mis. Ok, donc nous avons mis la commande native villain mismatch sur les 3 Ether channels. Et c'est ce que nous voyons ici. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est cette commande que nous avons ajoutée. Nous allons venir du côté du switch distribution. Nous allons faire la même chose. Nous allons faire configure. Excusez. Ok, voilà. Là, nous serons bloqués pendant quelques instants. Nous allons d'abord le faire au niveau du switch distribution 2 pour gagner le temps. Ici, tech 1, admin 1, enable. Je prends le mot de passe qui est crypté. Et je vais faire show interface trunk. Ici, nous avons le 22, 23 et 24. Donc, ce que je vais faire, configure terminal interface range. Ce sera port channel. C'est de 22 à 24. Donc, je vais mettre 22, 24. Ok, je vais mettre switch port trunk native villain 99. Je viens d'ajuster le native villain, de configurer le native villain. Ce que nous avons maintenant, ici nous avons ajusté le native villain. Ici nous avons ajusté, ici nous avons ajusté. Ici également tout a été déjà ajusté. Ce qui reste c'est d'ajuster ici, ici, ici et ici. Alors nous avons déjà fait ici. Je vais cocher. Je vais cocher ici. Et nous allons continuer avec le reste. Donc, nous allons partir au Access. Pour que ça soit clair, je vais d'abord effacer, ajuster ici et j'ai déjà ajusté ici. Nous allons continuer avec le distribution 1. Je vais venir ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de messages qui passent lorsque vous faites le native villain mismatch. Alors, lorsqu'il y a une inconsistance, donc, nous allons faire du show interface trunk. Ici, les ports channels, c'est de 11 à 13. Donc, nous allons partir interface range, port channel 11 à 13. Nous allons faire switch port trunk, native villain 99. Là, nous venons de le faire au niveau de ce switch. Et nous allons partir au niveau du switch access 1. Que je n'ai pas encore ouvert, mais le 2 déjà, le 2 c'est déjà bon. Je vais le faire au niveau du switch 3. Tech 1, admin 1, enable, et je prends le mot de passe. Show interface trunk. Ici là c'est le 13 à 34. Donc on va faire configure terminal. Interface range, port channel 13 à 34. On va faire switch port trunk native villain 99. Donc là où nous venons de le faire dans le access 3. Et nous allons maintenant partir au niveau. Il y a 2 qui manquent, le access 1 et 4. Donc je vais accéder au access 1. Donc ici, là, ce sera tech 1, admin 1,
enable. Et le mot de passe, nous allons prendre celui-ci. Show interface trunk. Remarquez que ici, le native VLAN, pour juste m'arrêter un peu, au niveau du switch 1, le native VLAN c'est le 1. Si nous partons au niveau du switch distribution, do show interface trunk, le native VLAN c'est 99. Effectivement, vous voyez que c'est l'inconsistance que nous avons. Donc nous allons partir ici là. Rappelons-nous, il y a le G00 qui est l'interface physique. Là aussi, il faut régler le native VLAN. Donc là aussi, nous allons ajuster ici là. Donc nous allons partir au niveau du switch 1 pour régler l'encapsulation. Plutôt le native VLAN. Ici, c'est de 11 à 13. Access 1, je vais faire show interface trunk. Ok, ici c'est le 11 et 21. Donc je vais partir. Configure terminal. Interface range. Port channel 11 21. Switch port trunk. Native VLAN 99. Donc le dernier switch à régler c'est le access 4. Tech 1. Admin 1, on va excusez, Tech 1, Admin 1, Enable, je prends le mot de passe, et ici Show Interface Trunk, c'est le 24 et 34, donc Configure Terminal, Interface Range, Port, Channel, 24 et jusqu'à 34. Switch port trunk native VLAN 99. Là, nous venons de régler le native VLAN au niveau de tous les switches. Donc, nous avons maintenant entre tous les trunks, le native VLAN c'est le 99. Si nous faisons une vérification simple, par exemple au niveau de switch, nous faisons la partie en mode privilégié. Si je fais show run interface port channel 12, remarquez que nous avons ajouté la commande switch port trunk native VLAN à 99. Si nous faisons show ether channel summary, le ether channel summary, le ether channel 12, les ports qui sont dans ce ether channel par exemple c'est le G02. Donc si nous faisons show run interface G20 plutôt, G20, remarquez que cette commande s'est également ajoutée sur l'interface physique. Donc ce qui se passe est que les commandes que vous ajoutez sur les ports channel sont ajoutées sur les interfaces physiques. Donc ça permet d'éviter d'avoir des erreurs parce que si vous avez plusieurs ports, si vous partez interface physique par interface physique, ça peut conduire à des erreurs. Alors que si vous le faites globalement sur l'Ether Channel, toutes les interfaces physiques vont hériter de la configuration. Nous allons faire une petite vérification de show spanning tree. Si nous faisons show spanning tree, tel que vous le remarquez, le spanning tree s'applique principalement sur les Ether channel et tel que ici par exemple this is the root. Ok, this is the root. Je pense que nous avions déjà fait que lui soit root pour le 10 et le 20. Il est root pour le 10 et le 20 et il doit être this is the root pour le VLAN 30. Ah ok, il devait aussi être pour le VLAN 30 et je pense que le distribution 2 du show spanning tree, lui il est root pour le VLAN 1, il n'est pas root pour le 10, ce qui est normal. Il n'est pas root pour le 20 et il n'est pas root pour le 30, ce qui est normal. Il doit être root pour le 99 et pour le 100. Alors, là, tout est OK. Nous allons maintenant passer à la configuration des routeurs.
Pour les routeurs, l'architecture est simple. Nous aurons deux routeurs pour accéder à l'Internet, soit ce routeur, soit ce routeur. Et une fois que le trafic arrive ici, il sera transmis à l'Internet. Et puis, nous avons ici deux routeurs qui vont servir de serveur. Nous allons configurer des services tels que DHCP principalement. Et principalement, c'est ça, c'est avec ça que nous allons tester. Et DNS. Nous allons aussi configurer ces routeurs comme des serveurs DNS et nous allons voir comment est-ce que cela va se passer. Donc ce sera pour simuler, ce sera comme un data center pour cela. Ok. Donc nous allons passer à la configuration des routeurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ces switches pour ouvrir les routeurs. Alors, nous avons le routeur Internet 1, le routeur Internet 2, nous avons le routeur Internet, et nous avons le serveur 1 et le serveur 2. D'une certaine façon, le routeur Internet 1 ne s'est pas ouvert. Je vais console avec en cliquant. Donc, ces routeurs n'ont pas encore de configuration telle que nous le voyons. Donc, je vais appliquer la configuration de base. Donc, je vais venir ici, je vais mettre R, ouais, le nom est là, Internet 1. Je vais appliquer cette configuration telle que nous l'avons fait au début pour les switches. Donc, heureusement, hopefully, ça sera rapide pour vite passer à la configuration. Donc, je vais mettre la clé 1024. C'est fait pour le routeur Internet 1. Nous allons passer au routeur Internet 2. Je vais prendre cette configuration. Donc, lorsque vous le faites, prenez le temps, posez les vidéos, lisez les commandes, exécutez les commandes de votre côté. Donc, ça, c'est le routeur Internet 2. Je vais appliquer. Et je vais prendre la clé. Nous allons passer au routeur Internet. Serveur 2, j'ai ouvert 2. Voilà. Nous allons passer au routeur Internet. Je vais modifier le nom. Et je vais prendre ceci. « 1024 » et nous allons passer au serveur 1. Donc, je vais modifier ici. Serveur 1. Oh, il y a une erreur, je pense. Serveur 1. Nous allons prendre ceci. Copier. Oh, j'ai effacé la configuration qui était dans Internet 1. Bon, ce n'est pas vraiment toute la configuration que j'ai effacée, c'est juste le hostname. Donc, je vais juste modifier le... Ok, je vais juste modifier le hostname. En fait, je ne suis pas obligé de tout prendre. Je suis déjà en mode de configuration, mais ce n'est pas grave. Puis, je vais maintenant modifier, je vais repartir au serveur. Alors, c'est ça aussi, lorsque vous faites le copier-coller, faites attention, soyez attentifs pour ne pas appliquer les configurations dans les mauvais équipements. En fait, dans les équipements auxquels auxquels les commandes ne sont pas destinées. Donc ici, je modifie ceci et je vais passer au serveur 2. Et je viens ici. Serveur 2. Alors, là, nous avons maintenant tous les routeurs avec la configuration de base. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à la configuration. Mais avant de le faire, ce que nous avons ici, c'est le subnetting. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de prendre un peu la logique d'un réseau. Alors, au niveau de notre LAN,
nous avons 3 VLAN pour les utilisateurs. Le premier VLAN, c'est celui des finances, je pense. Non, marketing. Et nous avons 100 utilisateurs. Donc, vu que nous avons 100 utilisateurs, nous avons attribué un bloc de 25. Ça, c'est le masque en décimale. Et le bloc de 25 a 128 adresses IP, dont 126 sont utilisables. Si vous avez oublié les notions sur le subnetting ou que vous n'avez pas encore couvert ces notions, nous vous prions de revisiter les sessions qui portent sur le subnetting. Donc, dans chaque sous-réseau que nous avons la première adresse du subnet qui est comme le code postal, l'adresse qui représente tous les utilisateurs du subnet, et nous avons la première adresse IP utilisable, la dernière adresse IP utilisable et l'adresse de diffusion. Remarquez que ce que nous avons fait, c'est simplement que nous avons pris ce subnet, ce bloc de 24, et nous l'avons subdivisé. Donc, ce bloc de 24, normalement, si nous prenons la logique, donc, ce qui se passe, c'est ceci. Ce bloc de 24 a 254 adresses IP utilisables. 254 adresses IP utilisables. La première adresse IP de ce subnet, c'est celle-ci. Ok, je vais prendre ceci, première adresse IP. Et la dernière adresse, non, la première adresse IP, c'est celle-ci. Ok, les éléments sont presque là. Okay. Je vais prendre ceci, je vais mettre ici. Ce sont les mêmes éléments. Nous commençons par le bloc de 24. La première adresse IP, c'est celle-ci. La première adresse IP utilisable, c'est celle-ci. La dernière adresse IP utilisable, c'est le 254. Et la dernière adresse IP, celle qui n'est pas utilisable, c'est le 255. Ça, c'est ce bloc de 24. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est simplement subdiviser ce bloc en petits blocs. Le premier bloc que nous avons eu pour le VLAN 10 a 128 adresses. 128 adresses, c'est pratiquement la moitié de ce bloc. En fait, le subnetting, c'est ça. On vous donne un bloc qui est plus géant et vous le subdivisez. On pouvait encore prendre ce bloc, le subdiviser. Par exemple, ce bloc de 25, on peut vous le donner, on vous demande de le subdiviser, c'est possible. Donc, le subnetting, c'est effectivement, c'est simplement subdiviser un réseau qui est plus vaste et le découper en petits morceaux. Donc, nous avons eu un morceau de 128 adresses, un deuxième morceau de 32, un troisième morceau de 64. Donc, on pouvait avoir un autre morceau de 32 pour faire les 256 adresses et dont 254 utilisables. Mais lorsque vous découpez, les choses changent parce que vous aurez pour chaque sous-réseau que vous créez, vous aurez 2 adresses IP qui ne seront pas utilisables. Donc pour le VLAN 10, 128 adresses, 126 seulement utilisables. Pour le VLAN 20, 32 adresses, 30 seulement sont utilisables. Pour le VLAN 30, 64 adresses, dont 62 seulement sont utilisables. C'est ce que nous avons fait. Alors, maintenant, nous allons faire une vérification rapide avant d'appliquer les configurations. Si nous faisons show IP interface brief, remarquez que toutes les interfaces sont administratives les down. Si nous faisons show IP route, nous n'avons pas encore de route, ce qui est logique puisqu'il n'y a aucune adresse IP configurée. Si nous faisons show IP protocols, remarquez que nous avons ici Routing Protocol is Application. Nous n'avons pas encore un protocole de routage configuré ici. Là. Donc ça c'est un peu ce que nous pouvons valider et nous allons maintenant passer à la configuration. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons admin app des interfaces physiques qui font face au réseau local. Donc admin app, c'est simplement appliquer la commande no shutdown sur ces interfaces. Et l'interface qui fait face au réseau local, c'est le G00. Donc, nous avons aussi la distribution. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai le nom du routeur et j'ai la configuration pour que cela soit facile pour nous. Donc, je prends pour ce routeur Internet 1
Je reviens ici, je dois partir en mode de configuration. Configure terminal. Je vais appliquer cette configuration. Nous avons nos chats. Effectivement, on nous dit que gig 00 change state to app. Nous allons prendre pour le routeur internet 2. Donc là, nous venons de admin app les interfaces physiques. Nous allons maintenant passer à la configuration des sous-interfaces. Alors, maintenant que nous avons activé les interfaces, nous allons créer les sous-interfaces. Donc, avant de le faire, nous allons faire show IP interface brief. Tel que vous remarquez, nous avons les interfaces physiques. Nous avons le gig 00, le gig 01, le gig 02 et le gig 03. Une sous-interface, en fait, les sous-interfaces, ce sont des interfaces virtuelles qui sont sur des interfaces physiques. Donc ici, nous avons une interface physique. Nous allons créer des interfaces virtuelles qui seront sous cette interface physique. Donc, les interfaces virtuelles permettent en fait de séparer le trafic de plusieurs VLAN, donc les sous-interfaces. Et pour le faire, nous avons cette configuration. Nous avons l'interface. Il y a un point et puis un numéro. Ce numéro, nous faisons de telle sorte qu'il soit identique au numéro qui est sur cette commande. Donc, encapsulation .1q10. Mais, parce que lorsque nous disons encapsulation .1q10, nous créons un sous-interface pour le VLAN 10. Donc, de telle sorte que les frames des équipements qui sont dans le VLAN 10 vont passer par cette interface. Mais il faut le souligner que ce qui fait cette encapsulation, ce n'est pas ce numéro. Ce numéro, c'est pour des raisons de référence. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pour qu'on puisse facilement détecter que là, c'est le sous-interface du VLAN 10. Mais en réalité, ici, ce pouvait être même 1000 ou encore même 200, n'importe quel chiffre, aussi longtemps qu'il y a l'encapsulation, aussi longtemps que le numéro de l'encapsulation est correct, le numéro de VLAN est correct, la commande la configuration va fonctionner. Donc, pour des raisons de référence, je remets le 10. Donc, encapsulation .1q10, c'est pour le VLAN 10. La description, c'est simplement pour se retrouver dans le cadre d'un réseau. Et l'adresse IP qui fait partie du subnet du VLAN 10. Donc, et enfin, nous allons faire de telle sorte que chaque subnet soit dans une zone de OSPF spécifique. Donc pour cela, nous allons créer le processus OSPF 1 et nous allons mettre le subnet du VLAN 10 dans la zone 10 de OSPF. Lorsque nous allons avancer, nous allons donner quelques détails sur le processus OSPF, mais voici la configuration. Donc, nous allons évoluer la configuration du routeur 1. Je vais prendre routeur Internet 1. Je prends cette configuration. Donc, je viens ici. Alors, je vais rappeler réappliquer la même configuration. Pourquoi est-ce que je vais le faire? Remarquez l'erreur qu'on nous signale ici. On nous dit OSPF process 1 failed to allocate router ID and cannot start. Pourquoi est-ce que OSPF n'arrive pas à attribuer un routeur, numéro de routeur? Donc, dans OSPF, il y a ce qu'on appelle le numéro de routeur. Si un routeur n'a pas une adresse IP existante, OSPF ne pourra pas commencer le processus. Nous allons voir pourquoi est-ce que cela n'a pas été possible. Nous allons faire do show IP interface brief. Excusez, do show IP interface brief. Remarquez que nous avons pourtant l'adresse IP ici. Donc, je vais nos chats, les interfaces. Je vais faire ceci.
je vais le faire au niveau du routeur 2. Rassurez-vous que les interfaces sont admin app. Et ce que je vais faire, je vais reprendre cette configuration. Je vais appliquer cette configuration. Et je pense que là, OSPF pourra avoir une adresse IP. C'est la même configuration. Il y a une configuration qui est à peu près identique, mais pour le routeur 2, l'adresse IP change. Pour le routeur 1, c'est le 172.16.1.1. Pour le routeur 2, c'est le 172.16.1.2. Donc, ce sont des adresses IP qui sont dans le même subnet tel que nous le voyons. Donc, je vais prendre cette configuration. Je vais mettre dans le routeur 2. Donc, ça, c'est pour le VLAN 10. Nous allons appliquer la configuration pour créer le sous-interface du VLAN 20. Je vais prendre cette partie. Je vais mettre ici. Et je vais également prendre cette configuration. Je vais plonger au routeur 2. Là, nous venons de créer pour le VLAN 20. Je vais prendre pour le VLAN 30. Remarquez, en fait, pour le VLAN 30, 172.16.1.193. Et ça c'est pour le routeur 1. Pour le routeur 2, c'est le 172.16.1.194. Donc, toujours des adresses IP qui sont dans le même subnet. Alors, nous allons prendre ceci. Nous allons mettre ici. Pour repréciser, nous avons appliqué les configurations pour créer les sous-interfaces. Pour les sous-interfaces du VLAN 10, nous avons cette configuration pour le routeur 1 et nous avons cette configuration pour le routeur 2. Donc, lorsque je parle des routeurs, je parle des routeurs qui font face au réseau local. Donc, l'interface G00, c'est cette interface physique et nous sommes en train de créer des sous-interfaces qui font face au réseau local. Donc, c'est cette interface. Et du côté du routeur Internet 2, il s'agit de cette interface. Donc, c'est là que nous sommes en train de créer des sous-interfaces. Donc, nous avons créé le sous-interface du VLAN 10, le sous-interface du VLAN 20, du côté routeur 1, côté routeur Internet 2, et le sous-interface du VLAN 30. Nous allons maintenant créer le sous-interface du VLAN 99. Alors, pour la configuration de l'interface du sous-interface du VLAN 99, il faudrait que nous puissions ajouter un keyword. Donc, après le numéro de VLAN, nous allons ajouter le keyword native. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Souvenez-vous que nous avons configuré le VLAN 99 comme native VLAN dans notre infrastructure de la deuxième couche. Et il faut rappeler que le VLAN 99 est le VLAN qui transporte les frames qui n'ont pas de tag. Mais nous allons vérifier si la connexion entre le switch et le routeur a été déjà configurée. Si nous avons déjà modifié le native VLAN. Donc, nous allons partir dans chaque switch distribution. On va faire show interface trunk. Alors, si vous remarquez, les ports channel, le native VLAN a été modifié, mais l'interface G00 qui fait face au routeur, le native VLAN est toujours le 1. Donc, ça c'est le switch distribution 1. Si nous faisons show interface trunk, au niveau du switch distribution 2, c'est la même chose. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir dans chaque switch distribution. Nous allons faire configure terminal interface G00. Nous allons faire switch port trunk. C'est plutôt native VLAN 99. Au niveau du switch distribution 2, c'est la même chose. Configure terminal interface G00 switch port trunk native VLAN 99. Alors, cela a été fait. Si nous faisons encore la vérification
do show interface trunk. Tel que vous le remarquez, le port G00 a aussi le native VLAN 99. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons configurer cela au niveau des routeurs. Au niveau des routeurs, nous allons appliquer cette commande. Nous allons partir, nous allons créer le sous-interface et nous allons faire encapsulation.1q. Si vous mettez le point d'interrogation, ça vous dit de mettre un numéro entre le 1 et le 4094 et on dit que c'est le IEEE 8.1Q VLAN ID. Donc, en d'autres termes, c'est le numéro de VLAN et c'est ce que nous étions en train de faire. Nous allons mettre 99. Si nous mettons un point d'interrogation, on nous dit il y a deux options, native ou second.1Q. Donc, ça c'est un peu plus pour les fournisseurs d'accès Internet où ils font le Q&Q, ainsi de suite. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est juste ajouter le keyword native et on nous dit make this as native VLAN. Donc, nous allons ajouter native. OK? Ça veut dire que là, le routeur peut aussi faire le même travail que le switch. Le switch va savoir que le routeur va savoir que pour tous les frames qui n'ont pas de tag, il faut les mettre dans le VLAN 99. Alors, nous pouvons appliquer le reste de la configuration. Je voulais juste partir pas à pas avec cet aspect. Et j'ai même précisé dans la description native VLAN pour les frames qui n'ont pas de tag. Alors, nous allons appliquer la même configuration au niveau du routeur 2. Venons ici. Alors, remarquez que pour le native VLAN, nous n'avons pas mis OSPF parce que nous n'allons pas publier ce sous-réseau au niveau de l'Internet. Nous n'allons pas faire le routage de ce VLAN. Parce que ce qui se passe, c'est que si ce VLAN, c'est simplement pour les frames qui vont arriver, que ce soit par erreur ou pour toutes les raisons des frames, si des frames arrivent au niveau du routeur sans tag, le routeur pourra savoir où les mettre. Autrement, le routeur devrait les drop. Alors, pour le VLAN 100, c'est le VLAN du management. Donc, nous aurons un administrateur réseau ici qui va commencer à accéder à ces équipements. Alors, pour le faire, il faut qu'il puisse avoir un VLAN. VLAN 100 ne va pas servir à transporter les datas, mais plutôt à permettre à l'administrateur réseau d'accéder aux équipements. Donc, la configuration est identique au VLAN 10, 20 et 30. Donc, nous allons prendre ceci. Nous allons appliquer dans chaque routeur au niveau du routeur 1 et au niveau du routeur 2. Alors, maintenant que nous l'avons fait, nous pouvons venir ici. Nous allons faire do show IP interface brief. Remarquez que nous avons maintenant l'interface physique et sous chaque interface physique, nous avons des interfaces, des sous-interfaces, dans des interfaces virtuelles. Avec la commande do show IP route, nous pouvons voir que nous avons maintenant ces réseaux. Tous ces réseaux sont connectés, ce qui est logique parce que nous avons configuré ces subnets sous les interfaces. Donc, des adresses IP qui sont dans des subnets sous chaque interface. Et avec do show IP protocols, remarquons que nous avons maintenant le processus OSPF numéro 1. C'est ce que nous sommes en train de configurer ici, OSPF 1. Et le routeur, le numéro de routeur ID, c'est le 172.16.1.1. Et nous avons les areas. Les areas que nous avons configurés, c'est le area 10, 20, 30 et 100. Donc voilà un peu. Juste pour rappeler le contexte des principes de OSPF, nous avons créé les area 10, 20, 30 et 100. Et ici, on pouvait créer d'autres areas, mais nous allons créer le area 0 ici. Le area 0 pour OSPF, c'est le backbone. Et donc, cela va permettre une communication au niveau de l'Internet.
Il y aura des sessions spécifiques plus détaillées sur OSPF si vous pouvez vous référer à notre série de vidéos sur le CCNA. Nous aurons des sessions spécifiques sur OSPF. Alors, ça c'est un peu ce que nous avons. Nous allons voir si nous avons déjà des neighbors du point de vue de OSPF. Si nous faisons do show IP, j'ai toujours le S, j'enlève le S. Je vais enlever ça ici, là. Alors, remarquez que nous avons 4 neighbors. Les 4 neighbors que nous avons, c'est simplement ce qui se passe, c'est que remarquez que nous avons configuré des sous-interfaces ici. 2, 3, 4. Ok, nous avons configuré 4 sous-interfaces que nous avons mis dans OSPF au niveau de chaque routeur. Donc, vu qu'ils sont dans le même subnet, il y a une relation OSPF qui se crée en passant par les switches. Donc, ce routeur est voisin de ce routeur du point de vue de OSPF pour chaque sous-interface. Et vous pouvez le valider au travers des router ID et des adresses IP des neighbors. Du show IP OSPF database, nous n'allons pas faire beaucoup de théorie sur ça, mais c'est juste pour voir les databases qui sont créées. Et ici nous avons le link ID, le routeur qui est en train de publier cela. Ça c'est pour le Area 10. Pour le Area 10 également, nous avons ici pour le Area 20. Pour le Area 30. Donc ces informations sont pratiquement identiques. Nous allons continuer. Alors maintenant que nous avons activé les interfaces, nous voulons aussi ajouter l'adresse IP version 6 dans cette topologie. Donc nous allons faire la vérification de base. Je vais ajouter le do ici pour que nous ne puissions pas avoir à sortir du mode de configuration pour faire nos vérifications. Alors, nous allons prendre ceci, nous allons venir ici dans ce routeur. Donc, tel que vous le voyez, do show IPv6 interface brief, nous avons ces sous-interfaces et les interfaces physiques, mais aucun de ces interfaces n'est configuré avec une adresse IP. Nous allons vérifier la table de routage de l'IPv6, donc do show IPv6 route. Il n'y a aucune table de routage, ce qui est logique parce qu'aucune adresse IP version 6 n'a été configurée. Do show IPv6 protocol, la même chose, routing protocol is connected, routing protocol is application. Nous allons vérifier s'il y a des voisins OSPF du point de vue de la version 6. Il n'y en a pas. Et enfin, le IPv6 OSPF database. Ici également, nous n'en avons pas. Alors, nous n'avons pas tout cela. Nous allons configurer les adresses IP. Alors, nous allons simplement ajouter ceci. Donc, nous allons repartir dans chaque sous-interface. Nous allons ajouter l'adresse IP et nous allons mettre chaque IPv6 dans le processus 1 area dans la zone de chaque VLAN. Donc, pour le VLAN 10, c'est la zone 10. Pour le VLAN 20, c'est la zone 20. Pour le VLAN 30, c'est la zone 30. Nous allons d'abord commencer ici. Je vais prendre ceci. Ça, c'est pour le routeur 1. Donc, on nous dit OSPF v3 IPv6 routing not enabled. Donc, ce qui se passe, c'est que le routeur a accepté cette commande, mais pour cette commande, le routeur dit que nous n'avons pas encore activé le routage de la version 6. Alors, la commande pour activer le routage de l'adresse IP version 6, elle est très simple, c'est IPv6 unicast routing. Nous allons prendre cette commande, nous allons appliquer, et lorsque je vais reprendre je vais repartir sous l'interface, donc je vais tout prendre. Remarquez que le routeur accepte maintenant notre configuration. Pour le routeur 2, nous allons faire la même chose, mais sauf
Cette fois-ci, nous allons déjà mettre la commande IPv6 Unicast Routing et nous allons partir sous l'interface du le G00.10 qui est pour le VLAN 10 et puis nous allons mettre l'adresse IP et nous allons mettre le sous-interface dans le processus 1, la zone 10. Je vais venir ici. Donc, remarquez que là, il ne nous a pas mis l'erreur parce que nous avons déjà mis cette commande avant de créer le sous-interface. Nous allons partir pour le VLAN 20, c'est la même chose. Nous n'allons plus mettre le unicast, ça a été déjà accepté. Pour le routeur 1, la configuration est là. Pour le routeur 2, et pour le VLAN 30, nous allons prendre ceci pour le routeur 1. Et pour le routeur 2, c'est ceci. Ok, donc nous n'allons pas, tel que vous le remarquez, nous n'allons pas créer de sous-interface pour le VLAN 99. En fait, nous n'allons pas ajouter des adresses IP version 6 pour le VLAN 99 et le VLAN 100. Donc, pourquoi? Parce que le VLAN, nous avons créé le sous-interface du VLAN 99 pour l'adresse IP version 4. C'est pour la transmission des frames qui n'ont pas de tag. Et pour l'accès à distance, nous n'allons pas utiliser l'adresse IP version 6, mais plutôt l'adresse IP version 4. Voilà pourquoi nous n'avons pas ajouté les adresses IP version 4 pour... des adresses IP version 6 pour ces deux VLAN. Le VLAN 99 et le VLAN 100. Maintenant, si vous remarquez pour les adresses IP, ce que nous avons fait, nous avons pris une adresse IP simple, le 2001:10. 10, c'est pour le subnet, donc qui correspond au numéro de VLAN. Nous avons mis ::1 pour d'un côté et de l'autre côté, c'est ::2. Pour le VLAN 20, c'est simplement ceci qui a changé. Et pour le VLAN 30 également, c'est ce qui a changé. Donc, c'est cette logique que nous avons fait. C'est une adresse IP version 6 qui est simple, où nous avons cette partie. Nous avons tout ce qu'il faut et jusque... Et donc, ce sont des adresses IP version 6 qui sont très simples. Nous avons le subnet ici et nous avons le reste de l'adresse IP, le interface ID où nous avons le numéro de l'interface. Nous allons refaire les mêmes vérifications. Donc, je vais venir ici, je vais faire do show IPv6 interface brief. Alors, lorsque nous faisons do show IPv6 interface brief, nous voyons que nous avons les sous-interfaces. Et ça, c'est le sous-interface du VLAN 10. Ça, c'est l'adresse IP que nous avons configurée. Remarquez qu'il y a une adresse IP qui apparaît ici, là. Donc, si vous voyez une adresse IP qui commence par FE80, cette adresse IP version 6 est le link local IPv6. Alors, link local, c'est une adresse IP qui qui existe dans le contexte du segment. Donc, pour le VLAN, pour l'interface, le sous-interface du VLAN 20, nous avons l'adresse IP que nous avons configurée et le link local. Et ça, c'est pour le sous-interface du VLAN 30. Si vous faites un peu attention, le link local address est identique, je pense. Donc, c'est FE80 : EA1 A4 FF FE AC C500. Alors, nous allons faire ceci. Nous allons faire show interface, do show interface G00. Nous allons voir. Alors, je vais élargir ici, là, excusez. Donc, remarquez que le MAC se termine par A4 AC C500. Et c'est ce que nous avons ici. Ok, nous avons AC, ok, du moins d'une partie ici, c'est AC C500, ok. Et nous avons 0 CA
ok, A1 ici, A4, ok, A1, A4, nous avons A1, ici là A4, il y a le FFE qui s'est ajouté au milieu, ok, et nous avons le E ici là. Donc, le link local address de l'adresse IP version 6 est construit sur la base de l'adresse physique de l'interface. Donc, pour le G00, le link local a été construit. Il y a un calcul mathématique qui se fait et on insère FE au milieu du MAC. Donc, il y a une procédure pour cela. Lorsque nous allons parler de l'adresse IP version 6, nous allons voir cela en détail. Mais pour l'instant, le plus important à noter est que le link local address est une IPv6 address. C'est une adresse IP qui existe dans le contexte d'un link. 2. Nous allons faire du show IPv6 interface brief ici. Et nous allons voir ce que nous avons. Excusez. Ok. Je vais prendre cette commande. Et remarquez que ici, c'est BE00. Si nous faisons du show interface G00, effectivement, parce qu'ici, le MAC se termine par BE00, 74 BE00. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons ping cette adresse IP à partir du routeur, de ce routeur, par exemple? Nous allons essayer cela. Nous allons faire, excusez, on va faire ping IPv6. Je vais mettre l'adresse IP. Donc, à partir du routeur 2, nous sommes en train de ping cette adresse, ce link local. Donc, nous allons venir ici, nous allons faire le ping. On nous dit output interface, c'est le G00 10. Donc, on nous demande de mettre tout le nom de l'interface. Je pense qu'on va par exemple prendre ceci. Alors, le ping est passé. Alors, l'exigence, effectivement, ici, c'est simplement préciser que vous voulez ping ça à partir du sous-interface du VLAN 10. Et donc, le ping est passé. Donc, du point de vue du link local, nous pouvons ping le routeur, à partir du routeur 2, nous pouvons ping le routeur 1. Mais remarquez que le link local a une compétence locale. Ça ne s'arrête que sur ce segment. Parce que du point de vue de la du routage, ça c'est un segment, ok? Ça c'est un segment. Ça c'est un segment. Ça c'est un segment. Et ça également c'est un segment. Ouais. Donc, nous allons le repréciser peut-être avec un peu de chance. Lorsque nous allons avancer, nous allons faire une nuance entre le link local address et l'adresse unicast. Donc, nous avons fini avec la configuration. Nous étions en train de vérifier. Je vais continuer avec la vérification du show IPv6 route. Du show IPv6 route. Nous avons donc des routes donc, qui sont connectées pour les VLAN, pour les adresses IP que nous avons configurées. Donc, remarquez qu'il y a le connected et le local. C'est la même logique avec l'adresse IP version 4. Pour le protocols, nous allons faire du show IPv6 protocols. Et remarquez que pour l'adresse IP version 6, on nous précise ici que c'est OSPF1. Le routeur ID, remarquez qu'on prend toujours une adresse IP, ça a la forme d'une adresse IP version 4. ID a la forme d'une adresse IP version 4. Le nombre de areas que nous avons créé, c'est 3. Ce sont des areas qui sont normales parce que dans OSPF, il y a des stubs et les NSCC. Donc ça, ce sont les interfaces qui participent à OSPF version 6. Donc,
Nous allons faire do show IPv6 OSPF neighbor. C'est la même logique. Il y a une relation OSPF qui est créée pour chaque sous-interface entre le routeur 1 et le routeur 2. Donc, si nous revenons ici do show IPv6 OSPF database, ce sera la même chose. Donc là, nous venons de créer les sous-interfaces et maintenant la configuration entre le routeur 1 et le routeur Internet. Donc, nous allons maintenant configurer ce segment. Donc, ce que j'ai fait pour gagner le temps, j'ai déjà toutes les commandes ici là. Donc, pour le G01, donc cette interface, nous avons toute cette configuration. Nous allons no chat, nous allons mettre la description, nous allons mettre cette adresse IP, nous allons mettre l'interface dans OSPF et nous allons configurer une adresse IP version 6 et nous allons mettre également cette interface dans le nous allons également mettre l'interface dans le processus 1, la zone 0 pour le IPv6. Donc je vais prendre ceci, je vais mettre dans le routeur Internet 1. Remarquez que c'est ce que nous avons ici, ok? Je mets dans le routeur Internet 1. Et au niveau du routeur Internet, nous avons ceci. Donc, je vais partir au routeur Internet. Remarquez que là-bas, nous n'avons pas encore configuré le IPv6 Unicast Routing. Donc, ce sera la première fois. Je vais prendre tout ceci. Je vais mettre au niveau du routeur Internet 1. Nous avons nos chats, description et tout. Donc, la logique est la même. Nous allons configurer entre le routeur Internet 2 et le routeur Internet. Et ici, c'est l'interface G02. Donc, pour le routeur Internet 2, nous avons cette configuration. OK, je vais prendre cette configuration. C'est pour le routeur Internet 2 qui est ici. Oh, je ne suis pas en mode de configuration. Excusez, je vais passer configure terminal. Je vais mettre toute cette configuration. Ça, c'est au niveau du routeur Internet 2. Et du côté du routeur Internet, nous allons prendre cette configuration. Donc, ça, c'est pour le routeur Internet. Et nous allons maintenant configurer le segment, ce segment. Et pour le faire, pour le routeur Internet, nous avons cette configuration. Donc, c'est le G00 qui est ici. La description, l'adresse IP est là. Et pour le reste, c'est la même chose. Donc, nous allons prendre cette configuration. Nous allons passer dans le routeur Internet. Je mets tout ceci. Et pour le serveur 1, remarquez que ces interfaces sont dans le même subnet. OK? Pour le routeur Internet, c'est le 100.100.100.3. Pour le serveur 1, c'est le 100.100.100.1. Et pour le serveur 2, c'est le 100.100.100.2. Donc, ces interfaces sont dans le même subnet. Donc, je vais prendre pour le serveur 1. Nous allons prendre la commande IPv6 Unicast Routing, vu que c'est la première fois que nous allons activer le routage du protocole de la version 6. Donc, j'ai fait les configurations de telle sorte que ce soit facile de les appliquer pour ne pas perdre le temps. Pour le serveur 2, j'ai ceci. Je vais ajouter. D'un point de vue technique, nous avons configuré toutes les interfaces. Si je vais au niveau du routeur 1, je vais encore faire quelques vérifications. Si je fais show IP pour la version 4, IP route, remarquez que nous avons une route OSPF vers le 121. C'est ce segment. Je pense qu'on devra dans quelques secondes avoir aussi une route pour le 100-100-100. Nous allons vérifier. Ok, ça c'est le routeur Internet 1. Ok. Je me demande bien pourquoi est-ce que c'est directly connected au niveau du routeur 1. Ok, je comprends. C'est parce que nous avons utilisé cette adresse IP pour ce subnet. Alors là, nous aurons un problème parce qu'on ne peut pas configurer
la même adresse IP, le même subnet 2 fois dans le réseau. OSPF aura des problèmes. Voilà pourquoi même OSPF ne veut pas, je pense, ne pourra pas mettre ce subnet dans OSPF parce que c'est configuré 2 fois. Alors à ce niveau, je vais changer. Je vais mettre 200, 200, 200. Alors, je vais simplement configurer des adresses IP que nous pouvons voir et reconnaître que cette adresse IP a été configurée dans telle partie du réseau. Donc, je vais réappliquer ces configurations pour le routeur Internet. Je vais prendre ceci. OK. OK. Pour le routeur Internet. Configure terminal. Donc, j'ai simplement modifié l'adresse IP version 4. Je vais prendre ceci. Je vais ajouter pour le serveur 1 et pour le serveur 2. Ok, donc c'est fait. Si je reviens ici, je vais repartir pour faire les vérifications. Show IP route. Remarquez que le routeur 1 a connaissance et on nous dit que c'est connected. Le routeur Internet 1 do show IP interface brief 100. Ok, j'ai mis ça dans l'interface G00 ici. Par erreur, j'ai appliqué cette configuration ici. Là. Donc, c'est une erreur. Remarquez que j'ai vraiment... je vais faire... Ok, remarquez. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Là. Alors, ça, c'est une erreur. Je vais passer en mode de configuration. Je vais faire interface G00. No IP. Address. No IPv6. Address. Donc, je vais faire do show run interface G00. Ok, donc j'avais mis certaines informations là-bas. Je vais également enlever ceci. Je vais également enlever cette commande. Je ne veux pas avoir des commandes qui peuvent nous poser des problèmes. Et je vais vérifier que je n'ai pas fait une erreur ici. Je vais faire do show IP interface brief. Ok, ici tout est en ordre. Nous allons faire la vérification ici. Là. Je vais faire do show IP interface brief. Ok, ici je n'ai pas corrigé. Donc ici je devais corriger, mais je n'avais pas corrigé. Donc ce qui devait partir là-bas, j'avais mis dans le routeur Internet 1. Donc, je vais corriger ici là. Et je pense que tout sera en ordre. Donc je vais refaire do show IP interface brief. Effectivement, nous avons maintenant le 200.200.203 ici. Au niveau du serveur 1, do show IP interface brief. C'est maintenant le 200.200.201. Au niveau du serveur 2, do show IP interface brief. Ici également, ça a été corrigé. Donc, si nous vérifions maintenant OSPF, do show IP OSPF neighbor, remarquez que le serveur 2 a 2 voisins OSPF, ce qui est normal. Ce qui se passe, c'est que par exemple pour le serveur 2, il est voisin avec le routeur Internet et il est également voisin avec le routeur Internet 1. Donc sur le même segment. Du côté du routeur Internet 1, si nous faisons do show IP OSPF neighbor, c'est la même chose. Il a 2 voisins du côté du segment ici. Il garde cette adresse IP parce que nous l'avions précédemment configurée. Pour modifier cela, si vous partez, vous faites clear IP OSPF 1
point d'interrogation, process, ok, process. Nous allons mettre yes, je pense. Ok, il va d'abord se faire tomber tous les neighbors et puis il va les ramener tel que nous le voyons. Il a détaché tous les neighbors et il les a ramenés. Alors nous allons faire show IP OSPF neighbor. Ok. Ici ça n'a pas changé. Pour que ça change, je pense qu'on doit venir ici. Nous allons faire clear IP OSPF one process. Yes, nous allons le faire du côté de tous les équipements. Clear IP OSPF one process. Yes. Nous allons le refaire ici. Clear IP OSPF one process. Yes. Et si je fais show IP OSPF neighbor, remarquez que le neighbor ID a maintenant changé. Donc, nous avons maintenant le neighbor ID qui correspond un peu à une adresse IP que nous avons configurée ici. Donc, pour la commande clear IP OSPF one process vous permet de, c'est comme si vous redémarrez le processus OSPF et puis ça va reprendre, ça va rafraîchir les informations. Donc, nous avons fini avec cela et ce que nous voulons faire, c'est de configurer des adresses loopback au niveau des serveurs. Une adresse IP loopback, c'est simplement une adresse virtuelle. L'adresse IP loopback, c'est une adresse IP virtuelle. Donc, c'est une adresse IP qui ne dépend pas des interfaces physiques. Ces adresses loopback sont convenables pour utiliser dans le cas des protocoles de routage, dans le cas des protocoles de gestion, parce que ces interfaces sont virtuelles. Aussi longtemps que le routeur est accessible du point de vue du réseau TCP/IP, ces adresses IP pourront permettre d'accéder à certains protocoles. Nous allons le voir d'un point de vue pratique. Pour l'instant, je vais créer le loopback pour le serveur 1. Je viens ici. Avant de le faire, si je fais show IP interface brief, remarquez que nous n'avons qu'une seule interface. Je vais partir en mode de configuration. Je vais créer le loopback. Dans le loopback, c'est la même chose. Nous avons mis l'adresse IP, le 8888. Nous avons mis le loopback dans OSPF et nous avons également créé un loopback de l'adresse IP version 6 et nous avons mis ce loopback de l'adresse IP version 6 dans OSPF. Donc cela a été fait. Si je fais encore do show IP interface brief, excusez, brief, remarquez que nous avons maintenant un loopback. Si nous faisons do show IPv6 interface brief, remarquez que nous avons également un loopback pour l'adresse IP version 6. Nous allons faire la même chose au niveau du routeur, au niveau du serveur 2, configure terminal. J'ajoute, c'est la même logique, mais ici, j'ai simplement modifié, c'est le 8889. Alors, si nous revenons au niveau du routeur Internet, si nous faisons show IP route, nous avons connaissance des loopbacks, deux loopbacks que nous avons créés. Et nous avons également connaissance du sous-réseau entre ces routeurs. Si nous faisons ping 8888, nous pouvons ping cette adresse IP parce que ce loopback que nous avons créé a été publié dans OSPF. Maintenant, nous allons passer à HSRP. C'est un protocole en fait, avant de configurer, nous allons nous poser quelques questions. Nous savons que par principe, il faut que au niveau des équipements utilisateurs, par exemple, si nous prenons ce PC, je vais accéder à ce PC. Ce PC, si nous faisons show IP pour voir les paramètres IP, ce PC pour communiquer a besoin d'une adresse IP et d'un masque, a également besoin de la passerelle par défaut pour envoyer les paquets au niveau de l'Internet. Ok? Si ce PC ne va pas communiquer avec l'Internet, il peut
fonctionner avec une adresse IP, un masque qui doit être dans le sous-réseau correspondant, dans le subnet correspondant. Mais si ce PC veut communiquer avec l'Internet, il doit avoir une passerelle par défaut. Alors, remarquez que nous avons deux routeurs. Nous avons, vu que ce PC est dans le VLAN 10, ok? Ce que nous avons dit jaune, c'est pour le VLAN 10. Nous avons mis une adresse IP ici. Pour le routeur 1, c'est le 172. 16 1 1. Et pour le routeur 2, c'est le 172 16 1 2. Alors, nous pouvons nous poser la question, quelle est l'adresse IP qu'il faut mettre comme passerelle par défaut? Est-ce l'adresse IP du routeur 1 ou l'adresse IP du routeur 2? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut, ici, nous n'avons qu'un seul champ. Une seule passerelle par défaut. Ok? Quelle est l'adresse IP qu'il faut mettre à la place passerelle par défaut? Donc, si nous mettons celle du routeur, l'adresse IP du routeur 1, c'est OK. Le PC1 va fonctionner correctement aussi longtemps que le routeur 1 sera opérationnel. Mais le jour que, par exemple, ce switch aura des problèmes, le PC1 ne pourra pas envoyer les paquets au routeur 1. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Le PC1 ne pourra pas communiquer jusqu'à ce qu'on puisse revenir ici, reconfigurer l'adresse IP de la passerelle par défaut en remplaçant par celle du routeur Internet 2. Ce qui va nous mettre dans une situation où, à toute fois qu'il y aura un problème d'un côté ou de l'autre, il faudrait modifier l'adresse IP de la passerelle par défaut. Cela n'est pas confortable. Alors, ici, nous sommes en train de parler d'un lab où nous avons quelques équipements. Mais mettez-vous dans le contexte d'un réseau réel où vous avez 50 PC. Il y a un incident réseau au niveau du routeur 1. Le routeur 1 ne peut pas communiquer. En fait, ici, il y a plusieurs points d'interruption. En fait, ce qu'on appelle des failure points. OK? Si cette connexion a des problèmes, le routeur 1 ne pourra pas communiquer avec l'Internet. Si cette connexion a des problèmes, le routeur 1 ne pourra pas communiquer avec l'Internet. Si ce routeur a un problème, le routeur 1 ne va pas communiquer. Si le switch, donc ici, c'est ce qu'on appelle des points of failure. Donc, chaque élément que nous avons signalé, ne serait-ce que, bon, ici, il y a là, l'élément que nous avons signalé là peut interrompre la connectivité avec l'Internet si l'adresse IP de la passerelle par défaut du PC1 est celle du routeur 1. Ce sera la même chose si c'était celle du routeur 2, Internet 2, et qu'il y a aussi un problème ici, un problème ici, un problème ici et un problème ici. Donc, ce ne sera pas agréable d'avoir 50 PC, interruption, et vous devez reconfigurer la passerelle par défaut dans chaque PC pour remplacer par l'adresse IP de l'autre routeur. Quelle est la solution? La solution, c'est que nous avons des protocoles qu'on appelle des redundancy protocoles. Des protocoles qui permettent simplement d'attribuer une adresse IP, de prendre une adresse IP dans le subnet et de l'utiliser comme une adresse IP virtuelle. Alors, nous avons HSRP qui est un protocole de Cisco. Nous avons VRRP qui est un standard de l'IEEE. Et nous avons GLBP qui est un protocole de Cisco. Nous allons commencer avec HSRP. HSRP, c'est ce que nous allons utiliser pour le VLAN 10. Et nous allons configurer HSRP pour la version 4. Avant de le faire, nous allons faire quelques vérifications. Show standby, ça ne nous montre rien. Standby brief, le choix de l'adresse IP que vous allez utiliser comme adresse IP virtuelle. Cette adresse IP doit être une adresse IP que vous allez prendre dans le même subnet. Voilà pourquoi j'ai repris ces éléments. Pour le VLAN 10, nous sommes en train d'utiliser ce masque de 25 en décimale. Il est là, 128 adresses utilisables, 120
excusez, 128 adresses au total et 126 sont utilisables. Pour le routeur 1, nous avons déjà utilisé le 172.16.1.1. Et pour le routeur, pour le routeur 1, c'est celle-ci que nous avons utilisée. Et pour le routeur 2, c'est celle-ci que nous avons utilisée. En d'autres termes, pour ce qui concerne l'adresse IP virtuelle, nous pouvons choisir entre le 3 jusqu'à 126 parce que 126, c'est la dernière adresse IP utilisable. En d'autres termes, ce que cela veut dire, c'est ceci. Nous avons déjà utilisé la première adresse. Nous avons mis la première adresse dans le routeur 1. La première adresse IP utilisable. La deuxième adresse IP utilisable, nous l'avons mis dans le routeur 2. Donc, nous sommes libres de prendre n'importe quelle adresse à partir du 172.16.1.3, qui est la troisième adresse IP utilisable, jusqu'à 172.16.1.126, je pense, qui est la 124e adresse IP utilisable. Oui, de ce qui reste en fait. 126e adresse IP utilisable, mais il ne nous reste que 124 vu que nous avons déjà utilisé deux adresses. Ok, 126 utilisables, nous avons déjà utilisé deux, il nous reste 124. Donc, c'était juste pour préciser que l'adresse IP que vous allez considérer comme, que vous allez configurer comme une adresse IP virtuelle doit être dans le subnet, dans le même subnet. Je voudrais préciser, être un peu plus clair avec le choix de l'adresse IP virtuelle. Je prends l'exemple du VLAN 10. Pour le VLAN 10, nous avons mis le 172.16.1.1, ok, pour ne pas tout écrire, 16.1.1, et ici nous avons mis le 16.1.2, ok. Et ces deux adresses IP sont dans le même subnet. Il nous reste de point 3 jusqu'à point 126. Donc, l'adresse IP virtuelle que nous allons prendre, ça peut être le point 3, point 4, ainsi de suite, jusqu'à point 126, aussi longtemps que cette adresse IP est dans le même subnet, est dans le subnet du VLAN 10. Ok, dans le subnet du VLAN 10. Donc, nous pouvons par exemple ici prendre le 3. Okay? Nous allons prendre le 3 pour faciliter. Alors, dans l'exercice, j'ai pris le 126, mais je vais modifier rapidement. Je vais mettre le 3.3. Excusez, point 3. Ok. Donc, c'est cette adresse IP que nous allons configurer comme adresse IP virtuelle pour le VLAN 10. Alors, pour le faire, nous allons partir dans le routeur 1. Configure terminal. Nous allons partir sur l'interface. Nous allons faire la même chose au niveau du routeur Internet 2. Et nous allons mettre cette commande. Cette commande est très simple. C'est standby, theme, IP et l'adresse IP virtuelle. Nous allons mettre standby, point d'interrogation. Il y a plusieurs options. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de créer un groupe. OK? Et le groupe, nous allons prendre le 10 pour qu'il soit... c'est juste pour des raisons de faire de telle sorte que vous ayez des références. Vous savez que le sous-interface, point 10, c'est pour le VLAN 10. Le groupe 10, c'est pour le VLAN 10. Mais ça pouvait être n'importe quel chiffre entre le 0 et le 255. Nous allons prendre le 10. Point d'interrogation, on nous demande l'option qui va suivre. IP, enable HSRP IPv4 and set the virtual IP address. Donc, IP, c'est pour activer HSRP de la version 4. IPv6, c'est pour activer HSRP de la version 6. Nous allons prendre IPv4, excusez, IP plutôt, ok, et nous allons mettre l'adresse IP virtuelle. Nous allons dire que nous allons mettre le 172.16.1.3. Nous allons prendre ceci, nous mettons. Donc ça c'est la commande, ok, je voulais juste partir pas à pas. Je vais copier la même commande ici pour le routeur Internet 2. Ok, là je suis déjà dans le routeur Internet 2, c'est pas grave, je vais appliquer cette commande ici.
Donc là, nous avons activé HSRP de la version 4 de la façon la plus simple. Si je reviens ici, je vais faire les mêmes vérifications. Je vais faire show standby. Remarquez que nous avons maintenant un retour. State is speak. Show standby. On nous dit que state is active. OK? Je vais rappeler la commande ici pour voir si quelque chose a changé. Show standby. On nous dit maintenant que c'est standby. Donc, nous sommes passés de speak à standby. Alors, pourquoi est-ce que cela? J'avais pris les states. Alors, ça, ce sont les states. Initial. This is the first state when HSRP starts. You will see this just after you configured HSRP or when the interface just enabled. Donc, une fois que l'interface est activée ou juste après la configuration de HSRP, le premier state, c'est initial. Après, ça passe à listen. The router knows the virtual IP address and will listen for hello messages for the other HSRP. Alors, pour listen, c'est lorsque, par exemple, nous avons HSRP ici. Listen, c'est lorsque les deux côtés commencent à s'échanger de messages. Okay? Parce que nous avons mis la commande ici, HSRP sous cette interface, point 10. Et nous avons mis la même commande sous le point 10 ici. Donc, une fois que les deux commencent à communiquer, c'est listen. Après, c'est speak. The router will send hello messages and will join the election to see which router will become active or standby. Donc, il y aura une élection qui va se faire pour voir qui sera actif. Ok, active, c'est le routeur qui va envoyer les paquets. Standby, c'est le routeur qui sera en réserve. Standby. The router didn't become the active router, but will keep sending hello messages. If the active router fails, it will take over. Donc, pour le standby, c'est le routeur qui ne va pas envoyer les paquets, mais qui sera de réserve. Et il va prendre le rôle si le routeur qui est actif échoue. En fait, a des problèmes. Active, the router will actively forward packets from clients and send hellos. Donc, le active router, c'est le routeur qui va envoyer les paquets. Alors, nous allons repartir pour voir. Ok, pour partir pas à pas maintenant. Je vais rappeler cette commande show standby. Remarquez que donc le routeur Internet 1 est standby. Et le routeur Internet 2, nous allons voir que lui, il est active. Okay, il est active. On nous dit to state changes last. Alors, virtual IP, c'est le 172.16.1.3. C'est ce que nous avons configuré comme adresse IP virtuelle. Active Virtual Mac. Il y a une MAC adresse virtuelle. Alors, comprenons que chaque interface a une adresse physique. Ok? Si nous faisons show interface G00, l'interface physique a ce MAC. Essayons de faire .10. Ok? Le .10, remarquez que c'est le même MAC. Donc, les interfaces virtuelles de VLAN, les sous-interfaces utilisent le MAC de l'interface physique. Ok? Ça ne change pas. Si nous voyons ici, c'est le même MAC ici et c'est le même MAC pour l'interface physique. Mais pour HSRP, si nous rappelons show standby, HSRP crée également un Mac virtuel. Ok, un Mac virtuel. Local virtual MAC address is 000 et ceci. Ça se termine par AC01. Nous allons vérifier ici. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est le même Mac. C'est un Mac virtuel. Ici, nous avons les timers. Nous allons voir ça après. Donc, active router is 172.1.2. Donc, le routeur qui est actif pour l'instant, c'est le routeur Internet 2.
Nous allons voir pourquoi est-ce que il a été élu comme routeur actif, puisque nous avons vu qu'il y a des élections qui se passent. Je vais d'abord effacer ceci. Donc, si nous faisons show IP app dans chaque routeur, dans le routeur 1, je vais remplacer par le 3 vu que j'ai changé. Excusez, je vais juste remplacer le 3 ici pour que ça soit clair. Nous n'avons pas encore de communication, voilà pourquoi nous n'avons pas de retour sur cette commande. Ok, ici nous avons un app. Ok, je vais refaire la même chose ici, là. Ok, je pense que je vais faire un ping. Je vais faire ping, par exemple, à partir de cette interface. Je ping 172.16.1.1. Et nous allons rappeler le IP app ici, là. Ok. Si nous n'avons encore rien. Ok, je pense que pour l'instant, la logique, c'est parce que le routeur qui est actif, c'est celui-ci. C'est le routeur qui est en train d'utiliser qui est en train d'utiliser le Mac virtuel. Donc, c'est ce routeur. Voilà pourquoi ici, ça nous donne un retour. Et on nous dit, ça c'est le format du Mac virtuel. Donc, is the MAC address that we have? HSRP users 0000 is AC. XX c'est le numéro de group. MAC address where the XX is the HSRP group number. Alors, HSRP group number, on nous dit c'est 0A. C'est 0A simplement parce que ici c'est le MAC. Souvenez-vous, le MAC est écrit en hexadécimal. Ok, ça c'est. Je pense que si on fait un calcul, une conversion, ça va nous donner le numéro 10. Si on suit la logique. Ok. Show standby. Nous avons, en faisant le show standby, nous avons vu que nous avons l'adresse IP virtuelle, le MAC virtuel. Nous avons vu aussi le routeur qui est actif et celui qui est standby. Nous avons vu le timers par défaut. C'est 3 hellos et 10, le all time c'est 10 seconds. Et c'est ce que nous avons ici. Hello, 3 seconds, all time 10 seconds. Alors, nous avons déjà aussi vu les states. Maintenant, nous allons faire un test pour voir les messages de HSRP. Nous allons partir dans chaque interface. Nous allons partir ici, config terminal, interface G00. Nous allons le shutdown. Au niveau du routeur internet 1 également, config terminal, interface G00, shutdown. Donc, nous allons shutdown chaque interface physique. Nous allons partir dans le routeur internet 1. Nous allons activer le debugging des messages de HSRP. Nous allons venir ici, and debug standby events. Et au niveau du routeur 2 également. And debug standby events. Ok, on va appliquer cette commande. Et je pense que tout est. J'ai shutdown au niveau des routeurs, donc nous n'allons pas shutdown au niveau des switches. Cela ne sera pas nécessaire. Nous allons simplement partir dans chaque routeur. Nous allons mettre configure terminal. Ok, on va mettre no shutdown. Pour interface G00, no shutdown. Nous allons revenir ici. Nous allons voir ce qui va se passer pendant que l'interface sera up. Ok, nous allons attendre un peu parce que le temps que l'interface commence à communiquer, que les protocoles commencent à communiquer, c'est là où les messages vont commencer. Ok, nous allons déactiver ici pour ne pas attendre. Interface G00, no shutdown. Nous allons repartir et nous allons voir maintenant les messages qui vont passer, tous les messages qui sont en train de passer au niveau du routeur internet 1. Ok,
il n'y a pas eu d'événement au niveau du routeur Internet 1, mais si nous voyons au niveau du routeur Internet 2, remarquez le premier, HSRP Geek de ARP Reload. Okay. Là, nous aurons beaucoup de messages. Je vais enlever le debugging. No debug. Nous allons juste vérifier ce qui s'est passé. Donc, Reload. HSRP est en train de redémarrer. Après, on nous dit que Group 10 Active Router is 1.1. Donc, le routeur actif, c'était le routeur 1 parce que c'est ici qui était d'abord activé. Après, on nous dit que le routeur 172.1.1, dans le routeur Internet 1 n'est plus actif, no longer passive. No longer passive. Et après, on nous dit active for group 10. Et puis, change data. Et puis, on nous dit show IP interface brief. Il y a quelque chose que je veux vérifier. OK. Ici, c'est le 1.2. Si je fais show standby, le routeur Internet 1 est maintenant actif. OK. Il est maintenant actif. Et c'est ce que nous avons ici. Donc, après avoir fait shutdown et nous avons réactivé, le routeur 1 est maintenant actif. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a ce comportement. OK. Le routeur 1 est maintenant actif pour le groupe 10. Et ici, c'est app, ainsi de suite. Il y a eu ces messages.